Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, les principaux candidats de l'opposition congolaise mettent en garde la CENI contre toute défaillance. Une CENI qui semble accuser des retards à une semaine des élections. Les premiers PV ne sont arrivés que dimanche soir d'Afrique du Sud. 166 tonnes de PV de vote et de dépouillement doivent être acheminés dans 75 000 bureaux de vote à travers toute la République démocratique du Congo. C'est désormais une course contre la montre qui s'engage pour la commission électorale pour ces scrutins à haut risque. Et ce sont plus de 40 millions d'électeurs qui sont donc attendus aux urnes dimanche pour ces élections, notamment la présidentielle. Alors que l'on parle du climat de tension qui règne à l'approche du vote, nous nous intéresserons aussi aux différents programmes des candidats, notamment du côté des indépendants qui peinent à exister dans cette campagne électorale. Une Chambre nationale des femmes, chef d'entreprise en gestation en Côte d'Ivoire, une instance qui entend contribuer à lever les obstacles liés à l'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire, l'un des pays où il est encore difficile pour les femmes entrepreneurs de dépasser le stade de la micro-entreprise en raison des difficultés d'accès liées au financement. Et pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Sadio Morel-Kanté. Bonsoir. Bonsoir Zara. Vous êtes journaliste, préfacière. Merci à vous d'être avec nous. Puis également parmi nous ce soir, Adama Koulibaly. Bonsoir. Bonsoir. Enseignant, vous êtes enseignant et président de l'APP, l'Alternative patriotique panafricaine Burkindi. Je salue également la présence du politologue Dianzia Horis Armel Bongoulou. Bonsoir. Bonsoir. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Place au débat. Alors, qui pour succéder au président Joseph Kabila en place depuis 18 ans? La République démocratique du Congo votera dimanche et dans l'attente, le pays est toujours confronté à une situation extrêmement volatile à l'approche donc de ces élections générales, surtout l'élection présidentielle qui a subi de nombreux reports depuis décembre 2016. Sur place, la campagne se poursuit jusqu'au 21 décembre pour les 21 candidats en lice, une campagne émaillée de plusieurs incidents meurtriers. À Kinshasa, c'est un reportage signé Jacques Mboka. Les Congolais sont appelés aux urnes dimanche 23 décembre. Cependant, l'attention de la population est encore focalisée à la tournée en province des trois leaders les plus en vue. À moins de 10 jours du scrutin, la campagne dans la capitale Kinshasa n'a pas vraiment atteint la vitesse des croisières. Il y en a qui veulent aller aux élections avec la machine à voter. Il y en a d'autres qui veulent aller aux élections sans la machine à voter. Et donc, ça a créé une sorte, je dirais, d'hésitation dans le chef de ceux qui se sont portés candidats. Kinshasa connaîtra une ambiance singulière vers les derniers jours de la campagne avec des meetings croisés des trois candidats, à savoir Martin Fayoulou de la coalition Lamuka, Félix Tshisekedi du camp du changement et Emmanuel Ramazani Shadari du Front commun pour le Congo. Dans cette imprimerie, les travailleurs passent des nuits blanches. Objectif, délivrer rapidement les dernières commandes des matériels de campagne. Je crois que c'est la dernière semaine. J'ai vu un peu un mouvement. Il y a beaucoup de candidats qui viennent et parfois il y a des personnels qui dorment ici à l'imprimerie pour imprimer les supports des candidats. Je vois une forte vraiment pression. Alors que Kinshasa est encore calme, la campagne électorale pour les élections du 23 décembre a déjà emporté des vies humaines dans les provinces. C'est dans ces contextes que l'un des entrepôts de la Commission électorale nationale indépendante a été incendié dans la nuit du mercredi à jeudi 13 décembre, détruisant les matériels électoraux des 19 des 26 communes de la capitale. Alors on l'a vu dans ce reportage que tout n'est pas encore prêt, Sadio Morel-Kanté. On sait que 166 tonnes de PV de vote et de dépouillement doivent être acheminées dans les 75 000 bureaux de vote. Je parle sous votre contrôle. Il y a également les machines à voter qui doivent également être rapatriées dans ces bureaux de vote. On parle de 100 000, en tout cas c'est le chiffre avancé par la CENI. Expliquez-nous quand même un petit peu ce dispositif
sportif Sadio Morel Kanté. Est-ce que, selon vous, la CENI va pouvoir rattraper son retard ou alors les Congolais finalement sont en train de se diriger vers un cafouillage, ne serait-ce qu'au niveau de la logistique? Je crois que les Congolais de tous bords ont décidé qu'il n'y ait pas d'élection. C'est ce qui se dessine du moins. Parce qu'on ne peut pas comprendre que jusque-là, on est à quelques 6-7 jours des élections, qu'il s'agit quand même d'un pays qui fait plus d'1 million de kilomètres carrés, qu'il n'y a pas de route, qu'il faut acheminer du matériel, surtout des PV, et que d'abord, c'est la machine à voter d'abord qui pose problème, qui n'est pas constitutionnelle. Nullement dans la Constitution n'a prévu qu'il y ait cette machine qui doivent exister pour tenir les élections. Et les opposants qui n'ont pas pu peser pour changer les choses. Et cette machine, vous verrez que ça pose un problème parce qu'il est interconnecté à d'autres réseaux contrôlés par le pouvoir, contrôlés par le CENI. Je crois que l'honnêteté aurait voulu que le président de la CENI décrète le prolongement ou le changement de date des élections. Or, si cela se fait, il y a d'autres conséquences telles que le prolongement du mandat de Kabila qui est déjà hors mandat. Et je ne peux pas comprendre qu'à ce stade, qu'il y ait tout ce retard et qu'on a vu la semaine dernière comment 8000 machines à voter ont été quand même détruites par qui? Le lieu a été sécurisé quand même par les éléments du pouvoir, par une garde professionnelle. Comment a-t-on pu le faire? Est-ce que c'est le pouvoir qui fait pour ne pas qu'il y ait vote, vu que Kabila veut quand même... Il y a cette volonté de garder la même mise sur le pouvoir, de rester encore longtemps, ou est-ce que c'est le pouvoir qui... on l'a appris dans les coulisses qu'eux non plus ne veulent pas qu'il y ait élection, mais pour pouvoir pousser le pouvoir à aller dans une transition sans Kabila. Donc je ne pense pas que les uns et les autres soient prêts à partir à cette élection. Adama Coulibaly, finalement, un climat de défiance, et on l'entend bien. Et finalement, la question du est-ce que l'élection va pouvoir se tenir le 23 décembre comme prévu, on a le sentiment que c'est une question qui va se poser jusqu'à la dernière seconde. Ça, c'est très évident. Donc je partage... c'est l'avis qui vient d'être émis. Ça, c'est une évidence même. Il n'y a pas de sécurité. Donc, on tire sur les candidats majeurs, sur les délégations. Ça fait des morts. Et effectivement, cet incendie a intervenu en face du ministère des Finances, enfin, dans une rue, effectivement, où il y a des unités de l'armée. Donc, c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est une élection qui coûte quand même 500 millions de dollars, 10% du budget national. Mais en réalité, on peut se poser la question de savoir si le pouvoir veut vraiment un changement. Moi, j'insisterai plutôt sur le pouvoir, sur M. Kabila et son équipe. Parce que c'est eux qui ont fait en sorte que les élections n'aient pas eu lieu, qu'il y ait eu ce retard et qu'on soit dans une situation anticonstitutionnelle déjà. Et que maintenant que les pressions diverses, d'abord des Congolais eux-mêmes à l'intérieur du Congo, et ensuite les pressions internationales, ont fait qu'il a été obligé, le pouvoir a été obligé d'organiser ces élections, contraint et forcé. Mais on constate qu'il y a réellement une volonté de faire en sorte que les élections n'aient pas lieu. Dianzia Horis Bongoulou. En observant la situation au Congo, moi je pense que nous sommes dans une situation où la volonté de maintenir le pouvoir par un régime radicalise de plus en plus l'opposition et pousse cette opposition-là à mener souvent dans des actions qui sont violentes. Et depuis, on l'avait déjà prédit. Mais... Alors quand même, on a quand même le sentiment que jusqu'à présent et durant la campagne, c'est surtout l'opposition qui a subi je pense qu'il faudrait d'abord chercher à montrer la configuration de l'opposition actuelle avant de détecter la volonté de chacun d'aller ou pas aux élections. Puisque l'opposition elle-même n'est pas unie, puisque la coalition Lamuka, qui suscitait l'espoir dans une alternance au Congo, a été divisée dans la mesure où Tshisekedi et Vincent Kamerhe n'en sont sortis de cette coalition-là. Donc l'opposition déjà s'est tiré une balle dans le pied. Là, on se demande si cette bipolarisation de cette opposition-là va engendrer une divergence
d'opinion quant à l'organisation, quant au fait d'aller aux élections, on ne sait pas. Quelle est la position au juste de l'IDPS de Tshisekedi et de Vincent Kamere? Pour vous, ce scrutin peut pénaliser l'émiettement de l'opposition? Oui, je pense que l'opposition est déjà pénalisée dans la mesure où deux candidats ont choisi de sortir déjà de la coalition Lamuka. Déjà, on a comme l'impression que l'opposition va en rang dispersé et normalement il y aura une diversion d'opinion. Lorsque ma collègue a dit que toute l'opposition ne veut pas aller aux élections, moi je pense que je ne suis pas d'accord, puisque dans la mesure où il y a un camp qui est radical. Et bon, j'avais reçu déjà l'information il y a plus de deux semaines que les machines à voter allaient être détruites, allaient chercher à être détruites par une partie de l'opposition. Mais si, dans ce cas, l'opposition dite modérée de Tshisekedi et de Vincent Kamere, par exemple, décide d'aller aux élections avec les machines à voter. Alors ça, c'était déjà le cas. Félix Tshisekedi s'est déjà prononcé depuis très longtemps que, effectivement, l'UDPS va aller à ces élections et avec la machine à voter. Et ce dimanche également, Martin Fayulu a, alors on ne va pas dire que c'est un changement d'avis, mais peut-être aussi dans cette volonté d'aller impérativement aux élections, a accepté d'y aller avec les machines à voter. Donc on ne peut pas non plus dire que l'opposition ne veut pas ou appelle au boycott. L'opposition a accepté d'aller aux élections en tenant compte des modifications de l'utilisation de la machine à voter. C'est-à-dire qu'ils vont tenir compte de l'aspect imprimante et faire en sorte que le vote soit manuel, avec du papier classique, ainsi de suite. En tout cas, c'est sur cette base-là. Mais je reviendrai sur Tshisekedi, qui a fait une conférence de presse hier ou aujourd'hui, et qui tend la main aux autres, à la frange Lamuka, pour pouvoir aller se mettre ensemble. Et il a dénoncé ce qui a été cette diabolisation de Lamuka vis-à-vis de lui et de Kamere, justement, qui font penser qu'eux ne sont plus de la vraie opposition. Donc ils se réclament toujours de la vraie opposition, ils veulent y aller. Mais ça ne suffit pas parce qu'il y a Mme Kabila qui s'est mise dans la campagne avec des propos très xénophobes. On l'a entendu dire que, voilà, nous allons écraser les Swahili. On l'a vu s'impliquer dans un meeting de Chadari où elle impose la main pour une sorte de prière en public dans un stade rempli de monde, mais en tant que qui? Donc il y a déjà des dérapages, des personnalités qui ne devraient pas être en premier plan de cette campagne qui est là, et l'aspect insécurité. Quand on n'a pas réglé le côté sécuritaire, que vaudront les machines à voter? Quand on n'a pas... vous savez, il y a 10 millions de RDCA qui n'ont pas leur empreinte sur cette machine-là. Non, je pense que le problème est réglé depuis. Hein. Non, le problème n'est pas réglé. Ce problème, il n'est pas réglé. C'est-à-dire, il y a 10 millions de personnes qui n'ont pas leur empreinte. Et dans cette machine à voter, la crainte aussi est que, pourquoi l'opposition ne veut pas, c'est qu'il y a un faisceau de codes qui sont parallèles, où on peut trouver le nom et les images de quelqu'un, des photos d'un candidat sur une partie de la machine, et de l'autre, les informations d'une autre personne. Donc, et le tout contrôlé par un système, le système est contrôlé par le pouvoir, voilà pourquoi il y a des craintes. Donc tout est fait pour qu'il y ait un grand cafouillage, quoi, qui annonce... Je crois qu'on va assister à la chronique d'un chaos annoncé. Alors, des machines qui inquiètent, et pas que en République démocratique du Congo. La question s'est également posée dans une élection en Argentine, et finalement, le gouvernement a décidé de ne pas intégrer ces machines dans le processus électoral. Et on l'a vu aussi avec cette opposition congolaise qui, dès le départ, a rejeté ces machines. Donc, déjà, cela jette le trouble sur la fiabilité du scrutin du 23 décembre. Le pouvoir Kabila est dans du dilatoire depuis le départ, ça c'est clair. Et il fallait trouver une solution pour soit empêcher ces élections, soit les gagner de manière frauduleuse. Et de toutes les façons, même lorsque l'opposition, l'essentiel de l'opposition a accepté d'aller à ces élections, on a bien vu que les quelques exigences qui ont été demandées par cette opposition n'ont pas été présentes. Notamment, par exemple, il y a des ports USB
qui devrait être, comment dirais-je, fermé. Et ce n'est pas le cas. Donc, à n'importe quel moment, il est possible donc de manipuler les données qui sont dans ces machines à voter. Il est clair qu'il y a une volonté notoire du camp Kabila donc de phagocyter ces élections, qu'elles n'aient pas lieu, ou que si elles ont lieu, que le clan Kabila reste au pouvoir. C'est très clair. Maintenant, l'opposition a bien fait quand même d'y aller. Ça, c'est mon sentiment. Il dit, on y va quand même, parce qu'on a vu des exemples comme ça en Afrique, où l'opposition joue la politique de la chaise vide, et puis finalement, un potentat s'installe là, il reste des années jusqu'aux élections suivantes. Donc je pense qu'il faut aller au combat, là, et c'est le cas. Malheureusement, ça commence à faire des victimes, et je pense que d'ici le 23, on risque d'assister effectivement à un chaos annoncé, et ça risque d'être dramatique encore une fois, mais il faut que les populations congolaises se mobilisent et se battent derrière l'opposition véritable, qui veut un changement réel, quelle que soit la personne de l'opposition qui puisse être élue. Vous savez, l'opposition congolaise ne se limite pas qu'à la coalition Lamuka ou au parti de Tshisekedi et Vincent Kamerhe. L'opposition, c'est près de 12 candidats. Voilà, donc elle ne se limite pas seulement aux grosses têtes. Que les grosses têtes partout ne partent pas aux élections déjà, je pense que cela ne peut pas empêcher techniquement le scrutin de se dérouler. Voilà, maintenant, le deuxième point, c'est que le pays, le Congo, est déjà un État instable. Depuis 2016, où le président Kabila est hors constitution, et même le pays, même dans sa totalité, n'est pas stable, puisque à la frontière de l'Ouganda, à la frontière du Burundi, à la frontière de la Tanzanie, il y a tous des groupes rebelles qui sévissent, dans le nord Kivu, il y a aussi la grippe le virus Ebola. Donc ça prouve que les 40 millions déjà d'électeurs ne pourront pas voter. Mais le seul point, c'est que si le pouvoir réussit, dans une semaine, à franchir l'obstacle technique, c'est-à-dire répartir les machines à voter dans tous les bureaux de vote, bon, je ne vois pas aujourd'hui ce qui peut nous empêcher ce scrutin-là de se dérouler. Parce que je me confie aux faits, puisque le président de la CNI, M. Corneille Nangaa, a fait des conférences de presse que j'ai suivies, je pense, où il a confirmé, en me fiant à ses propos, il a confirmé que les machines à voter seront à destination au temps voulu. Et il a même trouvé une solution pour les machines à voter qui ont été brûlées, même à Kinshasa. Alors, Sadio Morel, quand voilà. vous n'avez pas les machines à voter qui ont été brûlées à Kinshasa. Je vais vous dire que je suis originaire du pays voisin de la RDC. Ma capitale se trouve en face de la capitale de Kinshasa. Et que c'est un pays qui est plus grand que tous les 28 pays de l'Union européenne, oui, qui est quand même 33 fois plus grand que le pays colonisateur, la Belgique, qui a 11 portes d'entrée. Oui. Je ne sais pas s'ils vont utiliser les 11 portes d'entrée, c'est-à-dire passer par d'autres pays pour faire rentrer les machines à voter ou la logistique pour ces élections-là, ce qui ne serait pas normal de passer par d'autres pays. Mais vous comprenez que ce pays n'a pas de route. Même à Kinshasa, il n'y a pas de route. Mais comme dans tous les pays africains. Voilà. Et que les Nations Unies, par la MONUSCO, a proposé même de transporter ces machines-là, que le pouvoir n'a pas accepté. Parce qu'ils ne veulent pas d'immixtion, ils veulent le contrôle total de ces élections-là, dans le sens où ça va les arranger jusqu'au bout. Donc, vous comprenez que, techniquement, quelle que soit la bonne volonté de qui que ce soit, il est impossible d'acheminer déjà le matériel électoral dans tout le pays. De toute façon, d'un pays qui a plus d'1 million de kilomètres carrés. Et s'il vous plaît, soyons un peu réalistes. Les 40 millions d'électeurs ne pourront pas voter. On va continuer d'en parler si vous le voulez bien. Je ne veux pas vous couper la parole. Pardonnez-moi, Dianzia Ruiz-Armel Bonlou. On continue bien sûr de parler de ces élections générales, donc en République démocratique du Congo ce 23 décembre. Donc tout à l'heure, tout de suite, juste après cette courte pause. À tout de suite.